Bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous ce soir pour ce 26e ou 27e débat public de l'Institut Palladio. Je suis Pierre Ducret, je dirige l'Institut. La tradition, c'est que le cycle annuel de l'Institut comporte 2 débats publics, un en début d'année et un autre à la mi-année, et que le deuxième débat public, celui dans lequel nous sommes actuellement, projette sur la ville capitale ce qui est le fil rouge qui a été retenu pour l'année. Et cette année, notre fil rouge, notre thème central, c'est pour une civilisation urbaine, les défis de l'espace public. Alors évidemment, projeter ce fil rouge sur Paris, c'était essentiel, évidemment, et c'est une illustration et un approfondissement considérable pour tous les auditeurs qui sont présents. Et puis je pense pour tout le monde. Je voudrais remercier Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la maire de Paris, de nous accueillir ici à l'Hôtel de Ville, d'avoir accepté d'ouvrir ce débat. Et il est entouré par des experts qui ont chacun un angle de vue différent sur cette question des espaces publics. Donc on a à la fois l'angle de vue de l'urbaniste, Dominique Alba, directrice de l'atelier parisien d'urbanisme, l'angle de vue de l'économiste, Isabelle Barraud-Serfati, fondatrice et dirigeante d'IBCity, et le point de vue du designer Rami Fischler. Et je crois que ces 3 regards sur les espaces publics parisiens tels que va nous les problématiser en quelque sorte Emmanuel Grégoire seront très précieux pour tout le monde. Donc ce que je propose, monsieur le premier adjoint, c'est que vous preniez la parole. Vous avez je sais que vous avez fait un travail considérable. On attend tous avec beaucoup d'impatience la sortie du manifeste pour une nouvelle esthétique parisienne. Mais merci de nous dire, vous avez la responsabilité, et la municipalité a la responsabilité des espaces publics de Paris qui sont regardés par le monde entier, qui sont les espaces publics de la ville la plus dense d'Europe, avec des injonctions, des objectifs, des contraintes contradictoires à traiter. Vous avez fait un travail en profondeur depuis 2 ans, je crois, qui s'est traduit par un travail scientifique, une exposition à l'Arsenal, un travail de concertation aussi avec les citoyens. Donc voilà, je pense que le sujet, il est bien chaud pour vous. Donc à vous de nous en parler. Merci beaucoup Pierre, merci beaucoup à la Fondation Palladio d'organiser ce temps d'échange qui traite de sujets universels, mais qui, je trouve, par le prisme parisien, a peut-être une actualité et une complexité plus riche encore. On doit répondre à une question: comment gérer la complexité des espaces publics au XXIe siècle? Alors, certains vous diraient que c'est pas forcément à moi qu'il faut le demander, parce que si on était compétent en la matière, ça se saurait. Je le dis avec un peu d'ironie, mais parce qu'il faut en prendre beaucoup dans mon métier sur ce sujet éminemment complexe et spécifiquement parisien. Pas du tout pour se dédouaner, mais la situation de Paris est particulière. C'est l'une des seules villes au monde qui est à la fois une capitale économique, politique et culturelle. Ça lui donne une intensité d'usage tout à fait exceptionnelle par rapport à bien d'autres villes, qui se révèlent par 1000 indicateurs. Dominique Alba le dirait bien mieux que moi. Par une histoire patrimoniale, une histoire urbaine extrêmement particulière, pas singulière quand on la compare à d'autres villes européennes notamment, mais singulière quand on la compare sur les enjeux des villes-mondes, comme on dit. Et que c'est difficile. Que ça a toujours été difficile. Et que c'était notamment l'un des objets de l'exposition et du travail intellectuel que nous avons mené autour de cet ouvrage collectif, La beauté d'une ville. Et merci beaucoup, je connais quelques visages qui y ont contribué dans la salle. C'était de dire, cet enjeu de complexité, il a une profondeur historique. C'est un acquis autant qu'un enjeu à relever. Et au-delà de cette permanence multiséculaire, quels sont les éléments dans la modernité des enjeux qui sont face à nous qui viennent rajouter de la complexité à la complexité? Parmi ceux-là, j'en livre 2, au moins 2, mais parce que je pense que ce sont les plus structurants. C'est la question de la révolution du paradigme des mobilités. Comment les villes ont été bâties dans la seconde moitié du XXe siècle autour de cet essor de la voiture individuelle,
dans une parenthèse historique qui se révélera à l'échelle de l'histoire très petite, j'en ai la conviction. Et la deuxième chose, c'est évidemment les enjeux environnementaux, à l'intérieur de ça, les enjeux du changement climatique et comment on trouve un chemin de soutenabilité du modèle de développement de ces grandes métropoles mondiales. Pourquoi ? Parce que la ville, Paris parmi d'autres, Paris moins que d'autres, c'est aussi une chance, va être confrontée à des phénomènes d'exacerbation climatique qui vont profondément éprouver son modèle de soutenabilité. Un grand nombre des appartements parisiens vont devenir de fait insalubres, non pas par la qualité du bâti qui est la leur, mais par le fait qu'on ne pourra plus quasiment y vivre, sauf à changer. Évidemment, la question est comment on stimule le changement. Parce qu'il fera trop chaud, parce qu'il y aura des phénomènes, y compris qui viendront percuter le modèle de consommation énergétique, etc. Et c'est sur ces enjeux qu'on a essayé de réfléchir, si je utilise la flèche dans le bon sens. Le tout-voiture a marqué beaucoup la fabrique de la ville et j'ai tendance à dire qu'il y a vraiment eu 3 grands paradigmes sur les 2 siècles qui viennent de s'écouler. Un paradigme d'aménagement urbain de la ville moderne qui est celui du 19e siècle, qui est celui du préfet Haussmann, d'avant lui le préfet Rambuteau, et qui a connu quand même des évolutions fin 19e, début 20e. Le modèle, la réorganisation de la ville autour de la voiture sur la seconde moitié du XXe siècle. Et je considère que nous sommes en train de changer de paradigme à nouveau, de façon radicale, et pas que Paris d'ailleurs, hein, c'est vraiment un sujet très partagé, qui est celui de l'adaptation aux enjeux climatiques et dans la dimension de qualité de vie et dans la dimension de modèle énergétique et de modèle de développement. Je ne veux pas rentrer sur le détail de comment on fait, etc., parce que je pense que l'éclairage de Dominique, d'Isabelle et de Rami sont plus intéressants pour rentrer dans la discussion et peut-être m'autoriser à revenir sur 2-3 exemples. Mais en tout cas, dire comment on a essayé d'organiser ça. On n'a pas tout fait bien, Anne Hidalgo le dit souvent, dans notamment la transformation environnementale de la ville, etc., c'est venu heurter beaucoup des modes de fonctionnement habituels de la ville, qu'est-ce qui relève de la gestion déléguée, qu'est-ce qui relève de la montée en compétences, qu'est-ce qui relève de l'appropriation de nouvelles compétences, etc. Et donc on a essayé de travailler à 3 éléments. Le premier, c'est un travail de refondation doctrinale. Qu'est-ce qu'on veut faire ? C'est quoi notre vision de la transformation de la ville ? Deuxièmement, quel est l'arsenal d'outils dont nous voulons disposer pour le permettre. Et troisièmement, quelle est la gouvernance que nous mettons en place dans la durée pour nous aider à réguler tout ça. Et quand je dis tout ça, c'est à la fois des sujets de ce que j'appelle le grand périmètre de la qualité de vie du quotidien, la sécurité, la propreté, l'aménagement, la beauté de Paris, les usages du quotidien. Deuxième chose, c'est aussi un référentiel d'action pour l'administration, ce que nous avons très pompeusement, mais j'ai assumé, y compris la part un peu provocatrice du mot, appelé le manifeste pour une nouvelle esthétique parisienne, qu'il ne s'agit surtout pas pour objectif de revisiter l'esthétique parisienne, mais d'en assurer un approfondissement, un prolongement autour des nouveaux enjeux en étant fidèle à son héritage patrimonial. Donc le manifeste pour l'esthétique parisienne, c'est un document je vous le montre en avant-première, parce que tout le monde me dit « ouais, manifeste, ça avance pas et tout ». Si. Je me permets un petit clin d'œil. Il y a dans la salle quelqu'un qui y est pour beaucoup, Lily Munson, qui a travaillé énormément. Donc le manifeste, c'est quoi ? Le manifeste, c'est une vision de la transformation de la ville, notre attachement patrimonial à son histoire. Revenu là-dessus, mais je ne vais pas être plus long, mais nous allons créer des protections pour le mobilier historique parisien. Le mobilier historique, un mobilier qui s'étend depuis le milieu du 19e jusque, grosso modo, Art déco Belle Époque. Parce qu'on me dit, oui, c'est très beau, l'unité esthétique de Paris. Sauf qu'entre les créations d'Alphand et de Guimard, il y a 60 ans d'écart. C'est juste parce que, par une très ingénieuse et très subtile harmonie esthétique,
on finit par trouver ça tellement joli que tout le monde pense que ça date de la même époque, ce qui n'est pas le cas. Et donc c'est un livre de vision sur le projet que nous portons. C'est un projet d'ailleurs avec lequel il me semble tout à fait possible d'avoir des désaccords politiques évidemment et de les exprimer, mais c'est celui que nous assumons et que nous avons porté, celui de moins de voitures, celui de plus d'espaces verts, celui de plus d'usages partagés, sans doute Dominique y reviendra plus longuement. Et puis derrière, c'est un document pas très digeste, mais essentiel pour l'action. C'est un référentiel, c'est-à-dire que vous avez 3 tomes. Celui-ci est le premier, c'est le sol. Les objets, c'est le deuxième. Et le troisième, c'est l'architecture et les grandes perspectives, qui est aussi un élément fondateur. Moi, je suis très connaisseur et amateur de Hénard, un des grands contributeurs à l'histoire urbaine de Paris, plus confidentiel que certains de ses collègues. Mais je crois beaucoup aux grandes perspectives à Paris. Et donc, dans lequel nous avons référencé l'intégralité de ce qui se passe dans l'espace public. Et donc, nous avons reprotocolisé. C'est un travail absolument gigantesque. Il y a, je le sais, encore un grand pas à franchir entre le document et sa mise en œuvre, mais c'était un travail indispensable qui a reposé évidemment beaucoup sur nos services internes pour le redéfinir. Et donc dans lequel nous redéfinissons les lignes de force de l'esthétique parisienne auxquelles nous souhaitons rester fidèles. Évidemment, les promenades d'Alphand en étant sans doute la Bible indépassable, même si en la matière, il est revisité et il a été revisité dans l'histoire maintes et maintes fois, mais c'est une inspiration évidemment à laquelle nous sommes non seulement attachés mais que nous allons protéger. Mais on définit en gros les doctrines de gestion de l'espace public et de conception de l'espace public. Il y a vraiment une séparation très forte entre les missions d'aménagement et de conception de l'espace public et les missions d'entretien. Je ne dis pas que c'est cloisonné, mais en tout cas ce sont des champs d'intervention extrêmement différents. Donc 4 tomes qui sortiront et qui seront à la disposition de tous les professionnels qui interviennent dans l'espace public. Il s'agit évidemment d'abord des services municipaux qui interviennent dans l'espace public, la direction de l'urbanisme ou la direction de la voirie et des déplacements, la direction des espaces verts, la direction de la propreté, il y en a bien d'autres. La question des concessionnaires, beaucoup travaillé avec Enedis, GRDF, etc., pour harmoniser les protocoles d'intervention chantier, les rationaliser, les compacter, les surveiller, puisqu'il faut quand même tout bien pouvoir surveiller. Et puis les grands partenaires de gestion délégués, que ce soit des grands concessionnaires de mobilier urbain, que ce soit des partenaires qui interviennent dans l'espace public. Et donc ce document sera notre document partagé. Il est par nature un document dynamique, puisque là aussi Dominique en parlera sûrement, il y a tous les 3 mois un nouvel usage qui apparaît dans l'espace public pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est la dynamique d'une ville par nature. Le pire, c'est que parfois les écueils de régulation sont nombreux et notre cadre législatif particulièrement malhabile et manquant d'agilité pour s'adapter à ces nouveaux phénomènes. Et donc, toute une série de fiches techniques qui sera à la disposition des professionnels. Et ce référentiel est aussi un référentiel qui s'appliquera dans nos stratégies d'aménagement, c'est-à-dire sur soit nos scènes d'aménagement, soit les grands partenaires fonciers qui ont des missions d'aménagement, dans lesquels on veut cranter l'idée que l'espace public parisien a d'abord quelques éléments de signature identitaire et qu'il faut y être fidèle. Je veux que quand un Parisien ouvre les yeux, ou un touriste ouvre les yeux, où qu'il soit à Paris, par un simple tour de tête, il sait qu'il est à Paris, parce qu'il y a un imaginaire symbolique qu'il reconnaît tout de suite, mais quand même qu'il ne soit pas non plus un enfermement, et on va pas venir sur les débats ça cache Paris, mais c'est tout à fait évidemment en écho avec les débats qui seront les nôtres ce soir. Il ne faut pas non plus se renfermer dans l'illusion d'une histoire patrimoniale qui serait de fait un empêchement à innover et à progresser. Donc, pardon, ah oui, donc après c'est Rami. Donc voilà moi les éléments peut-être de cadrage que je voulais évoquer en introduction. Vous dire la fierté qui est la mienne, qui est évidemment celle de la maire, de son équipe et je crois de toute l'administration parisienne d'avoir l'honneur de manier cette matière première très difficile parce que on y est plus regardé qu'à peu près partout dans le monde parce que on sait bien que Paris appartient à tous les Français et que Paris appartient à toute l'humanité et donc chacun y a un regard
exigeant, mais que ça ne stimule chez nous que volonté de faire mieux et d'adapter la ville à ces grands enjeux. Merci beaucoup. On attend la sortie de ce manifeste avec beaucoup d'impatience. Pour commencer, je vais demander à chacun de nos 3 experts de réagir, de commenter, d'apporter son propre regard. Et je voudrais commencer par le regard du designer. Rami, vous avez la responsabilité de concevoir des objets, en quelque sorte. Je sais pas, mon résumé de votre métier est probablement extrêmement sommaire. Mais je suis très intéressé de savoir comment vous le définissez. Donc, j'essaierai après vous. Et donc, voilà, comment parce que l'espace public, c'est pas que des objets, mais c'est aussi des objets, bien sûr. Donc, comment vous voyez votre intervention sur ce thème-là, et notamment dans le cas de Paris, et bien sûr, dans ce qui va se passer à partir de la sortie du manifeste? Merci. Bon, déjà, merci de m'accueillir. Je me définis pas du tout comme un expert et encore moins de l'espace public. Donc, il y a beaucoup de gens ici qui en savent beaucoup plus que moi. Donc, je me garderai bien de donner des leçons scientifiques. Je pense que le design, en tout cas tel que moi je le conçois, est plutôt un travail de généraliste qui se met plutôt au niveau des utilisateurs. Après, évidemment, la complexité qui existe dans la ville, qui existe dans tous les métiers, je dirais de la création, du développement, de l'étude des espaces comme des objets, nécessite une expertise. Mais avant tout, ce que je trouve vraiment passionnant dans le travail qui est en cours, et notamment dans le cadre de la ville de Paris, c'est que au final, les Parisiens sont des gens qui ont toujours quelque chose à dire, et c'est vrai qu'il y a un vrai regard d'utilisateur, parfois protecteur, parfois critique, parfois, je dirais, qui amène évidemment de l'intérêt sur la manière de faire progresser la ville. Et on essaie d'être réceptif en fait à tout ça, sans trop avoir justement une volonté d'expertise, parce que je pense que notre métier à nous, il est juste si justement il vient s'adosser aux experts et surtout pas les remplacer. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui je viens, non pas les mains vides, mais en tout cas avec mon studio et un peu avec ma tambouille. Ça, c'est mon studio. On est au 3e étage d'un petit bâtiment sur le quai de Valmy. On utilise les murs pour essayer nous-mêmes en fait de se faire une idée de ce qu'on imagine de la ville et des usages de la ville, sans essayer de le penser de façon trop experte, et finalement de confronter ça à la façon dont on fait du design. Je pense qu'on a, un peu comme dans tous les domaines dans lesquels on travaille sur des restaurants avec des problématiques de flux, d'usage, on travaille sur des hôtels, on travaille sur des écoles. Il n'y a pas vraiment, je dirais, de spécificité dans notre métier, mais je crois que la question de la complexité, elle existe dans tous les domaines dans lesquels on est, avec cette difficulté parfois et cette critique de l'utilisateur qui n'aime pas la complexité. Ce qu'il veut à la fin, c'est des choses simples. Et donc tout notre travail, c'est souvent d'essayer d'enfuir la complexité dans des phases préliminaires, et d'essayer d'arriver à des objets au final qui ne dévoilent pas la complexité qui ressort de ce travail. Je pense que souvent, et dans Paris, je crois que les choses les plus belles sont souvent ces objets ou ces usages qui ne dévoilent pas de complexité, qui n'apportent qu'une réponse finalement très simple. Et j'ai essayé là de très simplement identifier comment les choses, les ingrédients en fait que nous avons nous à gérer tous les jours. Donc la partie émergée, et alors je vous avoue qu'elle est quand même très liée à la façon dont on pense en ce moment la question de la ville, mais la question de l'histoire, Emmanuel Grégoire en a parlé, de la continuité, je dirais même de la répétition qui est très forte. Moi je suis un Bruxellois, quand j'arrive à Paris, ce qui me marque, c'est la répétition qui donne de l'harmonie. Je viens d'une ville de cacophonie où rien ne se ressemble, aucun immeuble n'est harmonisé. Je pense que quand on arrive ici, on aime aussi cette harmonie, et elle est à respecter. Il y a la question de où se trouve le geste contemporain. C'est pas évident. Je veux dire, où est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il amène une vision? Est-ce qu'il place une époque? C'est une question qu'on se pose.
Et en troisième lieu, la question des imaginaires. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais je pense que c'est un sujet stratégique aujourd'hui. C'est un mot qui est extrêmement galvaudé, on en parle énormément, et pourtant, je pense que toutes les villes ont leur propre imaginaire. Paris a évidemment un imaginaire très fort, et la façon de constituer la ville de demain doit, je pense à l'échelle de l'objet en tout cas, prendre en compte le fait que les objets les plus réussis seront ceux qui arriveront à intégrer un imaginaire commun, qui ne s'arrêteront pas à leur propre imaginaire, mais qui arriveront à embrasser un imaginaire à l'échelle de la ville. Et enfin arrive évidemment la question de l'usage, mais je le mets quand même en dernier parce que je pense que lui, il est transversal à toutes les époques. Et en dessous, il y a toute la partie immergée que l'on n'évoque jamais, mais qui est vraiment notre cœur de métier, notre expertise, comment gérer toute la complexité de l'ergonomie, des coûts, de l'interdépendance de tous les objets, et toute cette partie-là, en fait, qui est moins valorisée, mais qui est indispensable dans notre métier. Voilà un peu pour comprendre comment on travaille. Quelques mots peut-être, juste, je passais un peu vite, mais sur la façon dont moi, j'ai commencé à comprendre et apprécier les aménagements de cette ville. Je pense que Emmanuel Grégoire en a parlé, il y a évidemment un imaginaire hyper fort sur le mobilier urbain qui est apparu au milieu du 19e siècle et qui a continué en fait petit à petit à progresser. Moi, je l'ai toujours intégré, pardon, je vous regarde pas beaucoup, mais je l'ai toujours intégré finalement comme beaucoup au grand chantier haussmannien. Et qui dit haussmannien dit finalement un chantier un peu totalitaire, massif, des grands boulevards. C'est vrai que quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, peut-être très tardivement, j'ai pris plaisir finalement à plutôt réintégrer le mobilier urbain à l'apparition des parcs et jardins. Et du coup, de me rendre compte que finalement, cet imaginaire dont vous parliez tout à l'heure, qui est indispensable aujourd'hui, qui est celui de revégétaliser absolument les villes, il existe depuis plus de 150 ans, et donc il est extrêmement légitime, puisque ce n'est pas quelque chose non plus de nouveau qu'il faut imposer. Pour ceux qui aiment finalement l'histoire de Paris et l'histoire du mobilier, il suffit de se rappeler que le mobilier urbain est né par l'apparition aussi du végétal, et que si on va même encore plus loin et qu'on parle vraiment de style et de forme, eh bien on est peut-être un petit peu avant l'Art Nouveau, mais il apparaît déjà dans ce mobilier Alphand, puis plus tard Daviou, cette esthétique finalement du végétal, du motif végétal, qui n'est pas là que pour la forme, mais qui vient vraiment ancrer le vivant dans la ville. Ça, je trouve ça passionnant, et je trouve que ça passionnerait beaucoup de gens de plus le savoir. Et je ramène ça à un deuxième sujet, aujourd'hui, il me passionne, mais aussi il me prend du temps en studio, puisqu'on travaille sur la question des terrasses depuis quelques mois, et plus spécifiquement sur les terrasses des Champs en ce moment. C'est intéressant de s'imaginer que c'est aussi grâce finalement à l'alignement et à l'harmonisation des rues de Paris, à cette esthétique finalement très identitaire qui jusqu'aujourd'hui s'impose à la ville, connaissent d'autres, je dirais, esthétiques qui, elles, sont beaucoup plus chaotiques. Les terrasses ne sont jamais arrivées sous la forme d'une réglementation au départ. Elles sont arrivées de façon beaucoup plus spontanée, quasiment à la même époque, aussi au milieu du 19e siècle. Et je pense que cette double... je dirais cette esthétique en miroir entre l'alignement des bancs, des lampadaires, des arbres, qui se confrontent finalement avec ces images qui sont un peu tardives, parce que c'est l'apparition de la photographie aussi, mais avec les peintures en bas qui sont très belles, qui montrent que finalement ces rues ont à la fois embrassé l'harmonie et en même temps la vie qui a repris ses droits, je pense grâce aussi à cette harmonie, et qui s'est répandue avec ces terrasses qui, comme on le voit, se sont propagées dans Paris, et de façon beaucoup moins organisée, de façon beaucoup plus, je dirais, organique. Et j'aime bien l'idée que cette dualité existe dans la ville aussi. Elle n'est pas toujours totalement harmonieuse partout. Et il faut arriver aujourd'hui à lui trouver, je dirais, jusqu'à aujourd'hui, je dirais, une nouvelle type d'harmonie avec les nouveaux usages qui apparaissent. Et je finis juste par un clin d'œil, parce que même dans ce chaos des terrasses, est arrivée la standardisation. Pour moi, les sièges et les tables, les guéridons des terrasses font partie du mobilier urbain parisien. Parce que très vite,
elles se sont standardisées par la multiplication, je dirais, de l'usage dans la ville. Et aujourd'hui, elles font tout autant partie que le mobilier urbain de l'identité, de l'imaginaire parisien. Ce qui veut dire que même je dirais, des actions plus spontanées, quand ensuite elles sont régulées et puis je dirais, elles s'amplifient dans la ville, elles peuvent devenir aussi une signature et un projet urbain à lui tout seul. Transition avec Isabelle, je pense qu'elle va s'en saisir avec enthousiasme, parce qu'Isabelle a comme caractéristique justement de développer une vraie pensée économique de l'espace public et même plus concrètement du trottoir, de ce qui est vraiment la base et la continuité de l'espace public. Et alors je pense que ce que vient de dire Rami sur le fait qu'on peut avoir du mobilier privé qui devient en fait du mobilier urbain et qui rentre dans le vocabulaire de la ville, ça va beaucoup l'intéresser, parce que ce jeu public-privé dans la fabrique de l'espace public, c'est au cœur de vos travaux, Isabelle. Voilà. Oui, bonjour à tous. Merci d'abord pour cette invitation à intervenir. Donc moi, effectivement, je vais avoir un prisme un peu réducteur, parce que je vais aborder la question de l'espace public par le prisme économique, dont j'ai bien conscience qu'il n'épuise pas le sujet, mais dont je pense qu'il doit être impérativement abordé pour pouvoir comprendre les questions notamment d'esthétique. Et j'ai eu la chance de rédiger le chapitre sur le trottoir, lieu de l'esthétique ordinaire, dans le catalogue et l'exposition sur la beauté d'une ville. Et moi, au fond, quand je dis que je fais de l'économie, alors je fais un cours à Sciences Po justement sur les acteurs privés de la ville. Au fond, moi, ce qui m'intéresse, c'est qui fait la ville et, en l'occurrence, plus spécifiquement, qui fait le trottoir au sens propre, c'est-à-dire qui sont les opérateurs du trottoir et pour qui le trottoir est-il une ressource clé qui sert leur modèle économique. Donc, ce que a montré Rami, c'est finalement, à travers tous les exemples qu'il a cités, la multiplication des occupations du trottoir sous l'effet de plusieurs transitions. Alors Emmanuel Grégoire a cité la transition écologique, mais je pense qu'il faut aussi citer la transition numérique, hein, je vais y revenir, à la fois parce que on voit bien qu'il y a tout un tas d'occupations du trottoir qui sont liées notamment à la logistique urbaine, à l'essor des micromobilités. Et en fait, ce sont bien des éléments qui sont liés au numérique pour une double raison. C'est lié au numérique parce qu'aujourd'hui, chaque habitant des villes a quasiment, vous avez sans doute tous un smartphone dans votre poche qui vous permet d'être géolocalisé. Et puis, c'est un effet du numérique parce que les acteurs qui sont derrière, ce sont des plateformes numériques dont le modèle économique est bien différent de celui des opérateurs économiques traditionnels. Avec, je vous renvoie au livre de Dominique Cardon, hein, sur culture numérique, les 3 lois de l'économie numérique qui font que finalement, l'essor des trottinettes dans les rues de Paris, c'est pas juste un effet de l'engouement des Parisiens pour ces nouveaux engins de mobilité, mais c'est lié au fait qu'on a des acteurs économiques qui ont intérêt à inonder le marché pour pouvoir occuper une position dominante. Et donc, sur la slide que vous voyez ici, l'idée, c'était d'essayer de regarder comment, justement, le trottoir et la borne de stationnement constituent, pour tout un tas d'opérateurs privés, publics, de l'économie sociale et solidaire, une ressource clé au sens où elle est nécessaire pour leur permettre de fonctionner et d'exercer leur activité. Et finalement, chaque portion du trottoir correspond à une occupation spécifique pour certains opérateurs. Donc par exemple, évidemment, l'espace devant les commerces, c'est une ressource clé pour les commerçants. La borne de stationnement, c'est une ressource clé pour les terrasses lorsqu'elles veulent s'étendre, pour le stationnement, pour les opérateurs de logistique ou de mobilité qui veulent stationner. La limite chaussée-trottoir, c'est spécifiquement une ressource clé pour, par exemple, les opérateurs de type VTC ou là encore les opérateurs de logistique qui vont faire ce que les Américains appellent le curb kiss, hein, embrasser le trottoir, c'est-à-dire juste déposer leurs passagers sur le trottoir. L'espace devant les entrées des immeubles est un espace ressource clé pour les opérateurs comme par exemple Amazon. Et donc on voit bien qu'on peut comme ça multiplier en fait pixeliser presque les parties du trottoir et leur attribuer un usage spécifique. Et j'emploie ce terme haïtien parce que cette multiplication du trottoir sous l'effet de la transition écologique, de la transition numérique, mais aussi de la pandémie, hein, ce qu'on a vu, c'est que l'espace public en bas de chez soi est devenu en fait le prolongement du domicile. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est qu'une place de stationnement, ça fait 10 mètres carrés. 10 mètres carrés, c'est la place que les appartements parisiens ont perdue en superficie depuis une dizaine d'années. Donc finalement, la place qu'on a perdue chez soi, on la retrouve en bas de chez soi dans la rue. D'ailleurs, c'est ce qu'avait mis en avant la ville de Paris lorsqu'elle avait supprimé la moitié des places de stationnement en proposant aux Parisiens de dire pour quel usage en fait elle voulait transformer les places de stationnement.
Et donc, on voit bien que cette multiplication des occupations du trottoir sur un espace qui est physiquement limité, parce que pour une rue donnée, on peut certes utiliser le stationnement, mais à un moment donné, on ne peut pas pousser les murs. Et donc, eh bien, le trottoir est rare, et ce qui est rare est cher. Et aux États-Unis et au Canada, il y a depuis 4-5 ans, toute une littérature sur le curb management, le management de la bordure de trottoir, donc encore une fois le trottoir et la borne de stationnement, avec l'idée de dire que par l'utilisation de plateformes de type Cord, qui est une filiale de Google, en fait de Google Maps, on va pouvoir faire un appariement en temps réel entre une demande de trottoir et une offre de trottoir qui va permettre d'optimiser l'usage du trottoir. Donc il ne s'agit pas ici de dire que c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est d'insister sur ce qui me semble être quelque chose d'assez fondamental, c'est la prise de conscience que cet espace public qu'on ne regardait pas, et notamment que ce trottoir qu'on regardait à peine, qu'on ne nommait pas, hein, dans les 100 mots de la ville, le trottoir est un mot qui n'existe pas, en fait, les urbanistes lui préfèrent le terme d'espace public, hein, mais le trottoir, en fait, c'est cette ressource rare, et l'idée, c'est de dire, c'est finalement l'actif qui a le plus de valeur dans les villes, et c'est sans doute la ressource clé que les villes doivent utiliser, notamment pour maîtriser ces nouvelles occupations du trottoir, en fonction de leur désirabilité ou non. Donc ça, c'était sur la question du trottoir et de la borne de stationnement, mais peut-être qu'il faut élargir un peu le propos, parce que finalement, ce qu'on voit, c'est que les limites traditionnelles entre public-privé et même intérieur-extérieur sont en train de se brouiller, et notamment, moi j'aime beaucoup la notion de Redville, hein, telle qu'elle est portée notamment par David Mangin, l'architecte urbaniste, en fait, qui a beaucoup travaillé... Qui était le conférencier de notre premier débat public au mois de janvier. Conférencier du premier débat public, qui a beaucoup travaillé sur cette notion de Redville, hein, donc, qui va inclure à la fois le trottoir, la borne de stationnement, mais aussi le rez-de-chaussée des immeubles, avec cette question de savoir si finalement le rez-de-chaussée appartient plutôt à l'immeuble dont il est le soubassement, ou bien est-ce qu'il est plutôt le prolongement de l'espace public. Avec un vrai sujet qui, me semble-t-il, est aujourd'hui celui de la logistique, hein, dont on voit bien qu'elle devient de plus en plus urbaine, de plus en plus banalisée, et c'est évidemment le sujet des dark stores, qui utilisent des entrepôts qui sont en fait tout simplement des locaux commerciaux au rez-de-chaussée, et de la même manière que je me pose la question de qui fait le trottoir, je me pose la question finalement de qui vont être les opérateurs du Redville. Et vous aviez sans doute noté il y a un peu plus d'1 an la tribune de Véronique Bédag, donc maintenant la directrice générale de Nexity, qui disait demain nous aurons des délégations d'espace public. Alors, elle ne disait pas que Nexity demain allait être un opérateur de trottoir, mais néanmoins on peut se poser la question de savoir si finalement le trottoir demain ne sera pas géré par le promoteur qui va déborder sur la rue, et puisque le promoteur disparaît après la livraison par des copropriétés ou des investisseurs. Et puis, cette question du Redville, elle amène peut-être à une autre notion qui est finalement aussi la question de la proximité. Vous connaissez tous hein, le succès de la ville du quart d'heure, et de la même manière, j'aurais envie de poser la question de savoir qui vont être les opérateurs de la proximité. Ce que je trouve très intéressant dans les schémas de Carlos Moreno, que vous connaissez hein, à gauche, hein, c'est qu'en fait, il renvoie à un schéma qu'on avait fait à droite sur l'idée d'une... C'était dans le cadre d'une étude que j'ai faite avec Nicolas Rio et Clément Fourchy sur les nouveaux modèles économiques urbains, avec cette idée que ce qui caractérise aujourd'hui la transformation économique des villes, c'est le basculement usager-centrique des villes. C'est-à-dire que il me semble qu'il faut considérer qu'aujourd'hui, les villes, les collectivités locales ne sont plus qu'un fournisseur parmi d'autres de services aux habitants des villes, et que de plus en plus, en fait, pour concevoir les services aux habitants des villes, il faut penser les services urbains du point de vue de l'habitant. Et au fond, il me semble que les deux schémas sont équivalents, et que la question, c'est qui va offrir les services aux habitants des villes pour lui permettre de se loger, de se déplacer, de faire ses courses, de se nourrir, de travailler. Et je reviens ici sur la question évidemment des plateformes, parce que finalement, qui sont les opérateurs de la proximité? Qu'est-ce qui est plus proche de soi que celui qui est capable de livrer sur son palier, voire chez soi, lorsqu'on sait que Amazon a acheté les leaders des sonnettes connectées. Alors encore une fois, hein, quand je dis tout ça, c'est pas pour dire que ce modèle me semble souhaitable, mais simplement il me semble que c'est une évolution qui est en train d'arriver, et que précisément, on le voit avec aujourd'hui l'essor du quick commerce, et que si précisément on souhaite contrôler, si les collectivités locales ou les habitants souhaitent contrôler ces évolutions qu'ils peuvent considérer à juste titre comme indésirables, eh bien il faut avoir conscience des changements qui sont à l'œuvre pour pouvoir peser dessus. Et notamment, évidemment, la question, me semble-t-il, centrale, c'est celle d'un acteur comme Amazon. Là, c'est une photo qui se trouve place de l'Europe à Paris, mais j'ai des photos analogues, par exemple, rue Bleue. Ce qu'on voit, c'est que le trottoir, la chaussée, lorsqu'elle est inutilisée, comme ici sur ce rond-point quasi vide, quasiment toute la journée, devient le véritable quai de déchargement d'acteurs comme Amazon.
avec une question, et là je cite l'urbaniste américain Anthony Townsend qui dit, donc là aussi la question elle est un peu provocante, mais et si demain les villes à court d'argent, hypothèse qu'on ne peut pas tout à fait exclure lorsqu'on peut imaginer que le quoi qu'il en coûte va se traduire par une tension sur les finances publiques, quid si les villes demain à court d'argent échangeaient avec Amazon des droits d'accès privilégiés aux portes d'entrée des immeubles? Tout ça pour dire qu'il me semble que par rapport à ça... Le romancier Damasio qui a poussé ça jusqu'à l'extrême dans Les Furtifs, où les villes sont vendues à des opérateurs. Non, alors il ne le pousse pas à l'extrême parce que justement Damasio, assez curieusement, n'évoque que LVMH, Orange, et il n'évoque pas du tout les plateformes du numérique. Les plateformes, c'est exact. Elles ne sont pas citées, les plateformes du numérique. Et alors je pense que le changement, il est vraiment... Elle est redoutable. Et puis il y a un autre acteur qui n'est pas là parce que Amazon, je dirais, c'est assez facile en fait. Amazon, il utilise l'espace public. Et aujourd'hui, l'espace public, il est sous contrôle des collectivités locales, il appartient au domaine public, sous réserve de ce qu'on voit dans les macrolos, mais ça c'est un autre sujet. Or, il y a d'autres plateformes qui, me semble-t-il, sont peut-être encore plus redoutables, qui sont les acteurs de la couche informationnelle, et ce sont évidemment les acteurs comme Google Maps. Je vous renvoie là à l'article de vraiment que vous aviez sans doute lu, Google a les moyens de tout gâcher et passer le boc à Toronto, avec cette idée que l'accès à l'espace public passe de plus en plus par l'accès à l'information sur l'espace public, et que cet accès à l'information sur l'espace public, il est opéré par des acteurs comme Google Maps, mais dont on parle sans doute beaucoup moins parce qu'elles apparaissent comme gratuites. Elles apparaissent comme gratuites parce que vous, lorsque vous consultez Google Maps, vous ne payez rien. Et il me semble que le gratuit fonctionne comme une cape d'invisibilité, mais il faut bien avoir conscience que le gratuit dans la ville a changé de nature. Avant, il était fondé sur le couple usager-contribuable. L'espace public était gratuit pour l'usager parce qu'il était payé par le contribuable. Le gratuit de Google Maps est rendu possible par les modèles freemium et les modèles bifaces du numérique. Et donc, il me semble que ce renversement du gratuit doit poser la question, et là aussi, c'est une question un peu taboue, mais de la tarification de l'espace public. Alors évidemment, l'espace public, il est libre d'accès et gratuit, c'est un principe intangible et sacré, mais est-ce qu'il est normal qu'Amazon ne paye pas l'espace public lorsqu'il est utilisé comme quai de déchargement? Et puis pour finir, voilà, la question c'était peut-être de se dire, mais finalement, quelle sera la... Voilà, la polémique du mois. 2021, c'était la bataille des trottoirs et saccage Paris. 2019, c'était les trottinettes électriques. J'ai pas mis 2018, la bataille des vélos en free floating. 2011, alors ça c'est intéressant, vous vous souvenez peut-être, c'était la taxe kebab. La ville d'Avignon, en fait, avait voulu taxer le fait que les piétons allaient acheter des kebabs ou allaient retirer de l'argent. Donc ça avait été vu comme un moyen, en fait, d'éviter des commerces jugés indésirables. Ça avait été retoqué par le Conseil d'État parce qu'il n'y avait pas de convention d'occupation du domaine public qui liait le fait de stationner devant un kebab ou un distributeur automatique de billets. Mais il me semble qu'on renvoie aux mêmes questions que celles qui sont posées aujourd'hui. Mais au fond, toutes ces batailles, on voit bien qu'elles ne sont pas si récentes. Et donc, je vous renvoie à 1882. En fait, il y a un livre d'un architecte belge, d'ailleurs, qui s'appelle Jules Brinfaux, sur les odeurs de Paris. Et il dénonce dans un passage assez croustillant le fait qu'arrivent sur les trottoirs de Paris des voitures renfermant des enfants qui sont poussés par la mère ou la bonne. Et il s'inquiète que ce soit vraiment très mauvais en fait, pour les enfants. Et ce sont les poussettes qui venaient de faire leur apparition. Et donc, simplement, ça montre que les mutations du trottoir évoluent au fil des mutations qui saisissent la ville. Et que donc, je vous souhaite bon courage pour réguler toutes ces futures occupations. Merci Isabelle. Dominique, vous, je pense que ce qui va aussi être important dans votre propos, c'est que votre champ d'action et de vision, c'est le Grand Paris, c'est l'ensemble de la métropole. Et c'est à cette échelle-là que vous pensez à l'espace public, aux espaces publics. Non. Je vais faire mon Isabelle. Alors attends. Toc, toc. Voilà. De toute façon, rien n'est moi. Contrairement à ce que fait Isabelle, ou ce que tu fais, ou ce que fait Rami, la pure assemble, rassemble, compose, mais regarde. Et puis je voudrais saluer Patricia Pelou, qui est quelque part dans la salle, et qui a piloté un volume inédit du manifeste, qui est l'atlas, en fait, de la présence de ces mobiliers dans l'espace public parisien. Ce que je voudrais dire, c'est que l'espace public, ça vaut le coup si on a envie d'y aller. Donc tout ça, ça marche
si on a envie d'y aller. C'est-à-dire que ça vaut cher, le trottoir, si en fait les gens marchent dans l'espace public et ont envie de s'installer. On fait des terrasses si les gens ont envie de s'installer. Donc, comme tu le disais, Rami, et puis comme l'a très bien dit Emmanuel Grégoire, ça a beaucoup changé. On oublie toujours, hein, mais c'est pour ça qu'on aime bien toujours mettre quelques petites vieilles photos. Maintenant, la place de la République est presque ancienne par rapport à ce qui s'est passé place de la Nation, alors qu'en fin de compte, ce sont quelques mois qui ont, je dirais, séparé les deux, mais les choses ne se font déjà plus de la même façon. Donc c'est ça qui est intéressant dans l'espace public. Et donc là, ce qui nous arrive aujourd'hui, Ramis, c'est qu'en fait, ce ne sont pas les mobiliers des jardins, c'est la végétation elle-même qui devient un sujet. Et donc il y a un travail qui s'engage sur quel type de végétaux, quel type d'arbres, est-ce que les pieds d'arbres sont tous plantés, comment, est-ce que c'est du lierre, dans certains endroits ça marche bien. Il y a quand même cette nouveauté qui est qu'en fait la végétation va devenir un élément du paysage parisien et pas uniquement dans son ordonnancement mais aussi dans sa nature même. Et ça c'est une vraie révolution. Donc c'est la énième révolution de l'espace public parisien, je dirais, mais c'est aussi celle qui est devant nous. Je ne dis pas qu'elle met de côté tout le travail qui a été présenté par Emmanuel, c'est juste une couche de plus dont on a besoin. Et en fait cette couche-là, elle est déjà là, puisqu'il y a déjà des transformations qui elles-mêmes, d'ailleurs Isabelle, vont renchérir les valeurs foncières des immeubles au bord. Donc j'espère que tu vas te mettre à travailler non plus sur le trottoir, mais sur la présence du bac à fleurs comme valeur, en tout cas quelque chose qui va nous permettre de aussi travailler sur ces nouvelles valeurs de l'immobilier parisien. Et puis, comme le disait Emmanuel, des nouveaux usages. Et alors là, on est dans le champ de la liberté totale, puisqu'en fin de compte, ce qui a été choisi, c'est de faire des rues pour les enfants. Et que les enfants, ils aiment s'amuser avec des choses qui ne sont pas forcément très très bien vues par les ABF et les architectes. C'est pas forcément très haussmannien. Mais en fait, pourquoi pas? On a décidé qu'ils aimaient la couleur, mais je pense qu'ils peuvent aussi s'amuser avec des choses tout à fait différentes. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'aujourd'hui s'exprime la rue aux enfants. C'est par une surabondance d'expressions, la plupart du temps très colorées, et donc qui viennent interpeller beaucoup le paysage parisien. Si on considère que, pourquoi pas, ces rues aux enfants devraient avoir une forme de permanence. Voilà. Et donc, je voudrais dire que quand même, l'espace public, il a besoin de grands projets. Il a besoin du quotidien, et c'est même structurant et fondamental, mais il avance aussi parce qu'il y a des grands projets. Et donc, je voudrais parler de deux grands projets. L'un qui est sous vos yeux, qui s'appelle l'aménagement des berges de la Seine, donc le parc des rives de Seine, qui s'est fait d'une façon très peu orthodoxe, au regard de ce qu'on peut considérer être la façon de dessiner la ville, puisqu'il n'y a pas eu de concours d'architectes. Il y a eu une succession d'envies et il y a eu la mise à disposition d'un espace pour une équipe d'animation qui elle-même a dessiné un mobilier adapté à l'animation qu'elle souhaitait mettre en place. Et tout l'exercice a consisté à dire on garde le maximum de ce qu'il y a et on fait avec. Parce qu'en fin de compte, c'était là et ça a beaucoup plu à l'UNESCO, qui était très content de voir que quelque chose qui est patrimoine mondial pouvait en fait retrouver une activité sympathique, un usage citoyen et citadin, sans pour autant modifier son paysage. Et Bandarin, il trouvait ça génial parce que c'était son grand problème, c'est que dans le monde entier, tous les sites les plus touristiques sont en fait un peu gelés dans leur image et je dirais pâtissent en fait de ça. Donc là, il y a une équation qui a été inventée par Paris et qui est celle-là que vous pratiquez, j'imagine, assez régulièrement. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a eu cette première période donc de cette transformation de la berge rive gauche et d'installer des feux sur la berge rive droite. Tout le monde a oublié qu'il y a eu un feu installé au bout de la passerelle de Billy. Avant, on passait dans un espèce de passage souterrain immonde et donc on a juste installé un feu. On a installé un feu aux Tuileries, devant la passerelle... comment ? Voilà. Non, c'est la passerelle Léopold Senghor, mais il y a la statue de Jefferson au bout de la passerelle. Voilà, on l'appelle Solferino, mais... et que, en fait, cette histoire-là, elle continue, puisqu'aujourd'hui, on a de nouveau des projets absolument incroyables qui, en fin de compte, sont fédérés par la Seine. On n'y pense pas de cette façon-là, mais c'est en fait un immense espace public qui est en train de s'installer au cœur de Paris, avec ses ramifications qui sont évidemment... donc là, on vous a mis... on ne peut pas ne pas mettre le projet Tour Eiffel, si je puis dire, mais vous avez aussi à l'autre bout ce qui est en train de se passer à Paris-Rive-Gauche, qui n'est pas que du béton, qui est aussi des endroits dans lesquels on peut s'installer. Je vous invite à aller découvrir Bercy Beaucoup, qui vient d'ouvrir, et puis demain, l'espace sous le boulevard périphérique, qui est aussi en bord de Seine. Je dis ça parce que je pense que ces actions-là, elles ont le mérite de révéler d'autres paysages dans la ville, et en fait, elles viennent nourrir l'espace à disposition pour faire de l'espace public.
Et donc, elles nous permettent d'imaginer et de rêver avec peut-être des cadres moins difficiles que, par exemple, celui des Champs-Élysées, cher ami, qui est essentiel aussi. C'est un très grand projet. Et puis, le grand projet, et là, j'aborde la question du Grand Paris. Voilà, on y Pierre vient. m'y a invité, mais toujours. C'est quand même, je suis un Sherpa du Grand Paris, comme toutes les équipes de la Pure. J'étais ce matin à 9h à Noisy-le-Grand. Hein, donc, voilà. Et oui, j'animais un atelier avec des élus sur les zones d'activité économique. Donc, ça fait partie du Grand Paris. Donc là, c'est le projet, évidemment, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui de part et d'autre du boulevard périphérique. Donc, c'est plus d'une centaine de projets qui ont été documentés avec un système d'atelier qui a été présidé par Emmanuel Grégoire. Et pourquoi je vous le montre? C'est parce qu'en fin de compte, quelque part, il y a un vrai sujet d'espace public sur cette nouvelle ceinture verte. Et cet espace public, il est également porté par les radiales, qui sont les voies historiques. Et donc là, on retrouve un peu de l'histoire, puisque ce ne sont pas les voies des chasses, mais ce sont les grandes routes qui menaient vers les grandes villes d'Europe, et dont elles portent encore le nom, quand on regarde un peu les plans, je dirais. Et là, on a une question collective qui est, à cette échelle-là, pour faire le commun dont on a besoin et se sentir bien et aller marcher, parce qu'en fin de compte, à un moment, il faut juste avoir envie de marcher, quels sont les outils que nous avons à disposition? Et là, la chose est un peu plus compliquée, je dirais, parce qu'il s'agit de réassocier des mobiliers de toutes les couleurs, des paysages qui sont d'une complexité inouïe, qui n'ont pas la chance d'être, comme à Paris, souvent bordés par des bâtis réguliers, qui nous aident beaucoup dans la gestion de l'espace public. Et donc là, il va falloir inventer un registre qui s'invente peu à peu. Hein. Je pense que les coronapistes nous ont beaucoup aidés, parce que tout d'un coup, on a vu cette chose jaune qui certes peut choquer rue de Rivoli, mais qui en même temps est très rassurante dès que vous rentrez dans un endroit qui est un peu insupportable, parce que pas du tout fait pour le piéton, pas du tout fait pour le cycliste. Donc tout d'un coup, on se sentait un peu en sécurité parce qu'on avait un code qui nous appartenait en tant que cycliste. Et je crois que c'est quelque chose, c'est toi qui as parlé de cette harmonie, c'est que l'espace public, c'est un code, le mobilier urbain donne un code, et quand on a ce code, évidemment, Emmanuel, on voit Paris, mais on se sent bien parce qu'on pense que c'est pour nous. Et donc là, c'est ce qu'il va falloir qu'on invente à l'échelle du Grand Paris. Et je terminerai en disant, non seulement il va falloir qu'on l'invente, mais vu l'offre que nous allons avoir à disposition avec le nouveau réseau de transport et l'espace, en fait, qui va être tout d'un coup desservi d'une façon incroyable, si on n'installe pas la possibilité de se sentir bien dans l'espace public, on va avoir un tout petit problème. C'est qu'on aura investi 45 milliards d'euros, on ne saura pas trop pourquoi. Et donc là, je crois que ce sera un problème. Voilà. J'ai compris d'ailleurs, Dominique, que la Pure comptait les arbres après les projets des gares, enfin avant et après, non? Et pour mettre un peu de nous sommes en train. Affaire. Oui, bien évidemment. On compte. De toute façon, on compte tout à la Pure. Donc, on compte. Voilà. On fait un travail avec la Société du Grand Paris. On essaie de. Donc, on a créé l'Observatoire des quartiers de gare, qui a permis déjà de partager le fait que les choses existaient avant nous, et que le réseau du Grand Paris Express avait la particularité suivante, c'est de s'installer dans un paysage déjà bâti, avec par contre un espace public difficile, puisque autant à Paris, on a 28% de la surface de Paris qui est de l'espace public, quand on sort de Paris, on passe à 15% et après à 10%. Donc déjà, on n'a plus d'espace public. Donc il va falloir, et il est très sollicité. Donc, tu peux redire ces trois pourcentages là? Oui, 28, 15, 10. Pas facile, hein? Voilà. Donc, Haussmann, si vous voulez, il a enlevé de l'espace au bâti pour créer de l'espace public. L'essentiel des tracés d'Haussmann a créé de l'espace public. Et en fait, dans le Grand Paris, on n'a pas cette possibilité puisque tout est bâti. On a des très grandes parcelles, donc c'est difficile de se déplacer. D'où l'importance de ces radiales que j'ai montrées sur la slide précédente, parce que ce système-là, il irrigue et on peut y arriver. Entre ces radiales, on a plutôt des quartiers, des choses plus petites, et là, on peut imaginer que les gens, je dirais, fabriquent chacun l'espace dans lequel ils se sentent bien. Mais on pourrait au moins avoir un imaginaire collectif à l'échelle de ces grands axes. Et donc, avec la Société du Grand Paris, on regarde si, en fin de compte, les projets prévus dans le cercle de 300 mètres, qui est donc le pôle vraiment lié à la gare, augmentent la possibilité d'être bien pour le piéton ou pas. Donc, en gros, on mesure le sol, on regarde s'il y a plus de sol pour le piéton ou moins, et surtout, on regarde s'il y a moins de places de stationnement ou plus, et plus d'arbres ou moins. Voilà. Et voilà, c'est pas très facile parce que ce projet emporte beaucoup de l'état actuel, et on a beaucoup de difficultés à trouver les états actuels. Ce qui est assez étonnant, puisque quand dans une ville comme Paris,
Quand vous intervenez dans Paris, vous dessinez d'abord l'état actuel, d'où les travaux du manifeste essentiel, comme tu as dit. On fait un référentiel, on va partager notre référentiel. Quand on est dans des endroits qui sont peut-être moins marqués par l'histoire, ou en tout cas différemment, on a beaucoup de difficultés avec les hommes et les femmes de l'art à faire partager cette réalité que l'état actuel doit être notre guide et doit être notre premier repère. Voilà. Et c'est vrai que nous, on considère que si on y accorde un peu d'attention, on aura peut-être besoin de moins d'argent pour inventer un espace public avec un mobilier qui, par ailleurs, a un coût, et qu'on peut peut-être trouver des formes un peu différentes de faire. Donc là, les bilans, ils ne sont pas toujours comme on l'avait imaginé. Il y a des choses étranges. Donc pour l'instant, on regarde, on réfléchit. Il ne s'agit pas de dire que là, c'est bien ou là, c'est pas bien. Il s'agit juste peut-être d'élargir à l'échelle du Grand Paris l'attention qui est portée à Paris aujourd'hui. C'est parce que c'est la même chose en fin de compte. Simplement, ça n'est pas porté par la même histoire, on ne la connaît pas de la même façon, mais après tout, c'est exactement la même chose. Et là-dedans, le mobilier, il joue ce rôle de familiarité. Voilà. On se reconnaît parce qu'il y a quelque chose qu'on connaît et on sait c'est pour nous. On sait que c'est pour nous piétons. C'est une grande responsabilité du design. Et vous le voyez dès que vous arrivez sur les boulevards des Maréchaux, par exemple. Je vous donne un exemple tout bête. La hauteur des réverbères. On va vous expliquer que plus c'est large, plus il faut que ce soit haut. Place de la Concorde, je sais pas, elle est large, non ? C'est pas haut. C'est bizarre. Pour quelle raison ? Mais c'est très beau, place de la Concorde. C'est étrange, hein ? Voilà. Sur les boulevards des Maréchaux, c'est très haut. Merci Dominique. Voilà. Avant d'entamer une conversation d'abord entre vous et aussi avec la salle, je pense que Emmanuel Grégoire va pouvoir réagir sur vos commentaires en quelque sorte. Et si je peux me permettre, moi il y a 3 points sur lesquels j'ai envie de vous entendre réagir. Le premier, c'est la question du digital. Comment vous négociez avec l'économie digitale en quelque sorte sur l'espace public ? Je pense que c'est aussi une question pour Rami. Et le deuxième, c'est ce que disait Isabelle sur le public privé. Il se trouve que cette promotion 2022 a pour marraine Nathalie Appéré. Nous étions à Rennes il y a une dizaine de jours, et que la réponse sur ces sujets de la maire de Rennes, alors je ne veux pas comparer Rennes et Paris, hein, c'est pas le problème, mais c'est intéressant du point de vue des positions un peu tranchées. La position de la maire de Rennes, qui fait une grande politique d'espace public de très très grande qualité, et de dire, pour moi, la clé c'est la maîtrise et la propriété de l'espace public. Il n'y a pas de politique d'espace public s'il n'y a pas de propriété et de responsabilité totale sur le foncier, quoi, en gros, sur les sols. Donc comment vous réagissez-vous par rapport à ça, et dans quelle mesure vous êtes prêt à négocier avec le privé sur ces points-là? Et puis ma troisième question, c'est sur ce que vient de dire Dominique, notamment à propos du Grand Paris, puisqu'elle y est venue. Dans quelle mesure le manifeste peut percoler au-delà du périphérique? Des questions tout à fait fondamentales. Sur la transformation numérique de la ville, c'est incontestablement un enjeu tout à fait majeur qui soulève des questions de nature très différente. Moi, je suis grand fan des travaux d'Isabelle, on a l'occasion déjà d'échanger. Le droit commun de l'occupation de l'espace public, c'est que quand on a une activité économique qui génère de la valeur sur l'espace public, on doit payer quelque chose. Modalités juridiques différentes. Enfin, pour simplifier, j'utilisais beaucoup cet argument au moment où les trottinettes électriques sont apparues. C'est quand quelqu'un vend une crêpe dans l'espace public, à moins s'il le fait de façon illégale. C'est-à-dire sans être déclaré, il arrive avec son petit chariot et vend sa crêpe. Le droit commun, c'est qu'il paye quelque chose à l'espace public. Et je leur disais, vous êtes des vendeurs de crêpes sans autorisation. Vous installez vos trucs du jour au lendemain. Et ça soulève plein d'autres questions, hein, que le sujet bassement d'intérêt financier que j'évoque. Mais enfin, il se trouve que je m'en préoccupe. Et donc là, c'est un des enjeux de la transformation numérique. Je pourrais l'illustrer par 1000 autres exemples, mais si je les reprends, vélo en free floating, trottinette, les dark kitchen d'abord, et la livraison des systèmes de repas à domicile. Et maintenant, les dark stores, et plus globalement le quick commerce. Ils ont un point, c'est que ces gens-là vont 1000 fois plus vite que les pouvoirs publics. Nous avons un système français qui est complètement obsolète. Moi, j'ai eu cette discussion avec les gouvernements successifs plusieurs fois.
entre le moment où vous voyez apparaître un problème et comment ça se passe dans notre vie, à nous, comment ça se passe dans la vie d'un élu, l'identification de ces problèmes d'espace public. Quand vous avez de la chance, vous voyez un truc un peu nouveau et piqué par l'intérêt et par la passion du métier, vous dites tiens, c'est quoi ce truc, je vais aller regarder. Et si vous ne l'avez pas croisé, vous recevez un mail, ensuite 2, ensuite 50, et là vous dites c'est mon top 1 du trimestre. Moi, les dark stores, bien avant que la presse s'en préoccupe, parce que c'est désormais abondamment traité, ce sujet a émergé en septembre l'année dernière. En réalité, il a quasiment plus de 8 ans d'âge. Les premiers services de dark store, mais simplement pas du tout avec les mêmes volumes de chiffre d'affaires. Et surtout, c'est la même alchimie que sur ce qui s'est passé pour les free-floating, vélos, trottinettes. C'est la conjonction d'une demande émergente, d'une offre émergente, évidemment toujours basée sur des plateformes numériques, et d'investissements colossaux. Et c'est vraiment la conjonction des trois, sans savoir exactement d'ailleurs lequel stimule l'autre. Moi, ma théorie, c'est vraiment que c'est l'investissement et l'innovation qui stimule la demande et pas la demande qui se crée toute seule, qui crée ce bazar. Et dans quasiment tous les pays modernes, et je ne me mets pas dans cette catégorie, vous l'avez compris, ces pouvoirs de régulation sont à la main des collectivités locales. C'est parfois des counties, c'est parfois des mairies, c'est parfois des régions, c'est parfois des départements, peu importe comment ils appellent ça, mais il y a une agilité de décision. En France, vous ne pouvez pas changer la réglementation de plantation d'un clou sans changer la loi. Donc entre le moment où vous identifiez le problème, vous le comprenez, vous le débattez, qu'on se dise ah oui, il y a un problème, qu'il soit à l'agenda gouvernemental ou à l'agenda plus rarement du Parlement si les parlementaires s'en saisissent directement. Mais entre le moment où vous avez le problème et le moment où vous le réglez, vote de la loi, promulgation, texte d'application, mais là, le marché a fait la régulation bien plus vite que vous. Et moi, j'ai toujours dit qu'on est sorti de l'ornière un peu sur les trottinettes électriques, mais enfin, c'est beaucoup plus le marché qui a régulé que les pouvoirs publics. Il nous a fallu 3 ans pour obtenir la loi d'orientation des mobilités. Qu'est-ce qu'elle permet, cette loi? Tout simplement ce que nous demandions dès le départ, et on revient à la question et de régulation et économique, de créer des conventions d'occupation du domaine public dans lesquelles vous pouvez réguler quantitativement et tarifer. Et donc, ça a mis en place un système assez vertueux. Avec les dark stores, c'est la même chose. On est en retard. Heureusement qu'on a déniché des petites astuces du droit de l'urbanisme pour venir les enquiquiner. Mais sur tous ces sujets-là, à chaque fois, notre pays met des années à réagir sans aucune agilité. Deuxième enjeu, qui était vraiment très en lien avec les 2 interventions d'Isabelle et de Rami, et sur lesquelles on travaille avec Dominique tout le temps, c'est la question du conflit des usages. L'histoire est abondamment nourrie. Tu évoquais sur les poussettes, mais avant les poussettes, il y avait eu les carrosses, l'apparition des voitures à chevaux. C'est un scandale à Paris parce qu'ils mettaient en danger la vie de la veuve et de l'orphelin. Et toute innovation de mobilité est assez stressante, généralement. Simplement, dans la ville hyper dense, hyper fréquentée qui est la nôtre, ça atteint des niveaux importants. Évidemment qu'il y a la régulation par la sanction, mais moi je crois beaucoup à l'autocontrôle et au respect. Et nous ne sommes pas dans une société de respect en ce moment. Je pense que beaucoup des problèmes de notre pays viennent de ça. Moi j'ai toujours une explication assez simple, qui montre comme quoi la pédagogie et l'autocontrôle ça marche. Dans 99,99% des cas, quand vous êtes en voiture, vous roulez à 2h du matin, qu'il n'y a personne autour de vous, il y a un feu rouge, et bien dans 99,99% des cas, on s'arrête. On ne sait pas pourquoi, c'est un mélange de peur de la sanction, de se dire s'il y a un feu, c'est bien que c'est peut-être dangereux, qu'il y a peut-être un fou qui va débouler, etc. Aujourd'hui, ce réflexe d'autocontrôle, il n'est pas du tout de ce niveau-là pour les vélos. Mais ça va venir. Et je pense que d'ailleurs, les vélos vont s'autodiscipliner beaucoup plus vite que ne l'ont fait les automobilistes dans l'histoire, parce que ça a été chaotique. Ça a été chaotique pendant très très longtemps. Mais là, on voit bien qu'il y a une demande sociale très forte de régulation. C'est le rôle des pouvoirs publics. On n'a pas trouvé toutes les clés pour cela. Mais ça, c'est un sujet majeur pour gommer ces irritants du quotidien. C'est le taxi qui déteste le vélo, le bus qui déteste le taxi, et qui déteste le piéton, et tout le monde déteste les trottinettes. C'est peut-être le seul point d'unanimité. Et on voit que cette tension, elle est extrêmement forte. Elle se dégage évidemment dans les comportements sociaux qu'on observe, parfois auxquels on se prête, à titre individuel quand on est dans l'espace public, et qui fait que quand on se fait couper la route par un vélo ou par une voiture, etc.,
on a l'impression que ça déclenche la Troisième Guerre mondiale et que ça ne suscite comme réaction que des insultes, c'est quand même un sujet de tension sociale fort. Et donc, bon, on ne peut pas faire le bonheur des gens malgré eux, mais enfin, il faut que les pouvoirs publics trouvent un moyen de régulation pour améliorer cela. Et le troisième élément aussi qui est très en lien avec ça, c'est la question de la gestion déléguée. Moi, je vais vous dire, j'ai une appréciation très pragmatique. Je considère que le service public, c'est une mission. C'est une mission. Et qu'en fonction des circonstances et en fonction des moments, il est plus ou moins pertinent qu'elle soit opérée par un acteur privé. Quand on me dit, ou en tout cas quand on objecte, et je sais pourquoi Nathalie le fait à Rennes, Nathalie n'a pas exactement la même majorité que nous à Paris. Elle est moins libre d'explorer ces sujets-là. Je ne dis pas d'ailleurs que je suis beaucoup. Enfin, je m'autorise à le faire le matin en me rasant. Quand on me dit la gestion de l'espace public, c'est un thème par exemple qui ouais, c'est pour éviter de penser trop, c'est souvent une très mauvaise idée pour les élus. C'est un sujet par exemple qui est présent sur le projet Champs-Élysées. Réflexion sur qui va gérer ce truc-là. Bah, en fait, ça fait quand même des dizaines d'années, voire des centaines d'années dans l'histoire de notre ville qu'on sous-traite à des opérateurs privés. Je rappelle que la fabrique de la ville, elle a été pendant très longtemps et passe par phase cyclique, régulière, de temps en temps totalement déléguée au privé. Ensuite, c'est revenu en maîtrise d'ouvrage très forte, etc. Moi, j'assume vraiment, mais avec beaucoup d'ambition et peut-être même de façon un peu présomptueuse, mon rôle d'élu, notre rôle d'élu, de maître d'ouvrage. Nous définissons les lignes de force, nous définissons les grandes orientations. On se présente aux élections. Si on convainc, on gagne. Si on ne convainc pas, on perd et on change. Mais j'assume ce rôle de façon tout à fait essentielle. Mais ensuite, le moyen pertinent de l'opérer est foisonnant. Ce n'est pas des fonctionnaires qui s'occupent des réseaux électriques. Or, pourtant, le réseau électrique d'une ville, c'est quand même assez essentiel pour son fonctionnement quotidien. En matière de gestion déléguée, sur tout ce qu'il y a dans l'espace public, c'est aussi vieux que le monde de le confier à des opérateurs. Et moi, je crois assez à cette idée qu'on puisse imaginer un domaine concessif qui soit celui du trottoir, à plusieurs conditions. D'abord, ne pas en faire un a priori d'efficacité ou d'excellence. Je pense que ça dépend des circonstances. La deuxième, c'est qu'il faut vraiment un rôle très fort de pilotage et d'encadrement, parce que sinon le risque, c'est qu'il y ait un dévoiement de l'usage du trottoir. Si vous confiez au privé l'usage du trottoir, le privé saura ce qu'il sait faire, rentabiliser le trottoir. Or, il y a plein de missions qui n'ont par définition pas de rentabilité économique intrinsèque, mais des rentabilités plus d'intérêt général de long terme. Et donc, je ne l'exclus pas, je ne dis pas que c'est l'alpha et l'oméga, mais je pense que ce serait idiot de se priver de cette réflexion et forcé de constater que c'est souvent déjà un peu le cas. Donner un exemple. Il y a des domaines publics autour des gares qui relèvent de fait de la SNCF. Alors, certes, c'est une entreprise publique, mais enfin, c'est de statut, de l'espace public de statut privé. Et de plus en plus, on voit vraiment une superposition que je qualifie d'intelligente entre la maîtrise d'ouvrage d'espace public en gestion directe et des espaces privés, semi-privés. Mais c'est un peu le sens, on en revient au sens du manifeste, c'est que c'est pas parce que c'est dans le domaine privé que ça ne regarde pas la collectivité ou les pouvoirs publics en général, et c'est pas parce que ce serait public que ce serait bien fait. Et donc, je pense que c'est une piste à explorer qui me paraît intéressante, mais à des prérequis que je ne veux pas détailler ici, extrêmement exigeants, si on ne veut pas qu'il y ait un dévoiement de ce qu'est le trottoir, c'est-à-dire d'abord un espace de liberté de circulation. Il y avait encore la question sur le Grand Paris. Alors, Grand Paris, je fais que ça tout le temps. Ça percole. Alors, deux choses. C'est très amusant, par exemple, de ça. Je travaille beaucoup sur le sujet de l'esthétique métropolitaine. J'y travaille avec Patrick Collier. J'en ai reparlé d'ailleurs tout à l'heure sur le sujet pas du tout anecdotique de la signalétique vélo. Parfois, on se dit c'est quand même de bon sens que les pouvoirs publics s'accordent sur un projet de signalétique vélo cohérent. Sauf que la région est partie dans son coin, la ville et la métropole sont plutôt alignées, mais toutes les communes ne sont pas encore engagées. Et donc c'est idiot, mais enfin, c'est essentiel pour la commodité, pour le confort d'usage de nos concitoyens. Et moi, je me suis posé la question de l'esthétique parisienne. Donc j'ai proposé qu'avec le manifeste, on ait un approfondissement métropolitain. Il y a déjà des objets métropolitains, pas que
à Paris d'ailleurs, ces objets-là. Mais je le dis d'ailleurs devant un représentant éminent de cette entreprise, mais l'un des objets les plus communs, ce sont des objets privés. En l'occurrence, JC Decaux a une tradition d'équipement qui crée une esthétique qui, de fait, est reconnaissable par beaucoup. Elle n'a pas été pensée. C'est un industriel qui a fait des belles offres et du coup qui a été déployé. Et moi, je voudrais la compléter ce travail-là d'esthétique commune, métropolitaine. Alors, je pense que le plus absurde serait de singer le Paris haussmannien et d'en mettre partout en donnant l'illusion que Haussmann a aménagé tout le Grand Paris. Mais je pense qu'il faut que nous inventions nos propres objets. Et pour qu'ils fonctionnent, d'abord, ce serait très présomptueux d'imaginer choisir maintenant ce qui fonctionnera. Quand on regarde le mobilier urbain de la seconde moitié du 19e, pour les quelques objets magnifiques que l'histoire nous a légués, la colonne Maurice, le kiosque, la fontaine Wallace, c'est des dizaines de trucs totalement destroy qu'ils ont inventés. Il y avait des pissotières de tous les modèles possibles et imaginables. Alors, parfois avec un peu plus d'exigence que celle d'aujourd'hui. Je plaide coupable. Enfin, pas moi, mais je m'en sens comptable. Mais par définition, c'était foisonnant. Ils ont essayé 1000 choses. Et l'histoire a fait le tri. Et l'histoire fera le tri. Dans 20 ans, 30 ans, ils choisiront ce qui, de ce que nous leur léguerons, sera digne de rester. Et ce n'est pas nous qui le choisirons. Mais je crois que l'esthétique métropolitaine est un sujet qu'il ne faut pas négliger, parce que dans le sentiment d'appartenance citoyenne, il y a aujourd'hui une rupture symbolique entre Paris et la petite. Moi, je suis banlieusard, je suis né en banlieue, j'ai habité presque. Maintenant, je commence à avoir habité un peu plus longtemps à Paris qu'en banlieue. Mais aussi sûrement que Haussmann fait notre fierté, le mobilier haussmannien est aussi un signe de rupture avec la banlieue. Et donc mais par contre, on doit inventer nos objets. Et à mon avis, on réussira si on le fait non pas dans une obsession esthétique, d'identité et d'un aspect purement esthétique, mais au contraire sur un aspect plus design. C'est par l'usage qu'on fera la démonstration de l'efficacité. Et je pense que c'est autour des enjeux de mobilité, de vélo, d'espaces verts, de cheminement piéton, de promenade, etc., qu'on inventera l'esthétique métropolitaine de demain. Beau défi pour le design, Rami. Hein. Oui, non, et puis ça me permet d'en effet, après, je vais pas vous présenter les slides suivantes, parce qu'évidemment, je suis resté sur la partie historique, mais l'objectif était quand même d'atterrir sur le 21e siècle et de justement dire que on ne devait pas se borner, comme ça vient d'être dit, sur la question purement stylistique. Il est intéressant de voir que la naissance d'une esthétique il y a plus de 150 ans, c'est aussi basé sur une volonté stratégique et une ambition pour la ville. Et je pense qu'aujourd'hui c'est exactement pareil. Il faut d'abord se demander quelle est l'ambition des usages qu'on souhaite avoir et ceux qu'on ne souhaite pas forcément défendre. Et c'est sur base, je dirais, et ce n'est pas que des usages, hein, c'est une façon de fabriquer, c'est une façon de consommer. C'est une façon évidemment d'utiliser l'énergie à bon escient, etc., qui, je pense, forgeront petit à petit une esthétique qui n'est peut-être pas dès le départ, je dirais, celle qu'on attend, mais qui aura peut-être le plus de chances de rester, je dirais, indélébile de notre époque, parce qu'elle représentera ce que les gens attendent d'aujourd'hui. Faire le travail à l'envers est impossible, et à l'heure actuelle, pour moi, c'est impossible de dessiner un mobilier avant de faire tout le travail qu'il est nécessaire de faire sur la question des usages, des contraintes et des attentes des Parisiens, comme l'a montré Dominique, notamment sur la question du jeu, qui est à la fois physique et virtuel, ce qui me permet juste de dire un mot, en effet, parce que vous me l'avez demandé sur le digital. C'est vrai que c'est une question pour le designer qui est vertigineuse aussi, parce que qu'à un certain moment, on dessinait des objets qui avaient une finalité, et donc leur propriété était simple à comprendre. À un moment, il y avait un commanditaire, et puis il y avait une fonction. Je résume peut-être un peu simplement, mais à partir du moment où cette fonction est décuplée par plein d'autres qui sont totalement invisibles, qui peuvent même progresser, s'amplifier par le digital, à qui appartient en fait tous ces usages virtuels et ces consommations et cette rentabilité virtuelle qui est aujourd'hui très peu réglementée et qui, je pense, c'est une question fondamentale pour la question du mobilier urbain de demain.
parce que ce seront des objets physiques, mais dont l'usage et du coup la rentabilité ou la consommation sera peut-être sans doute plus importante même dans ce qu'elle peut produire en termes de data, d'informations, de services, au-delà de la fonction purement, je dirais, physique, et qui est géniale parce que je pense qu'elle va se transformer aussi dans des mondes virtuels, dans des monnaies virtuelles, mais tout ça n'est aujourd'hui pas totalement réglementé. Je pense que c'est aujourd'hui qu'il faut le penser, le fictionnaliser pour ne pas être pris de court, comme on a été pris de court sur plein d'autres innovations de la ville ces dernières décennies. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il nous reste... Moi, je vais rajouter un petit truc pendant la première question. Mais Deux petites choses. C'est que j'appelle aux je questions. voulais parler des quais de la Seine comme exemple de superposition de fonctions et d'usages, puisque Paris a mis en place les quais à usage partagé avec le port autonome, parce que peu de personnes savent que les quais de la Seine n'appartiennent pas à la ville de Paris. Voilà. Donc c'est un peu compliqué comme exercice. Hein. Donc je crois qu'il y a ce que tu parlais du privé. Enfin, il y a des endroits dans la ville très importants dans lesquels les choses se passent comme ça. Et puis Rami, pour tous les quais, pardon, juste les pour profiter de ça, les pour quais de la Seine. totalité des quais, pas seulement les vapeurs, tous les quais, quoi. Pas le quai haut, mais le quai bas. Les quais Le quai bas. bas appartient au port autonome. Tous les quais bas, ouais, Bon. mais les quais hauts appartiennent à À la ville. Et les ponts aussi appartiennent à la ville. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle le quai à usage partagé qui permet d'avoir à la fois une activité industrielle et une activité de loisir. Donc c'est quand même intéressant puisque par rapport à cette valeur du trottoir et ce que tu disais Emmanuel sur l'idée qu'on pourrait avoir d'autres endroits, à Londres il y a tout un secteur qui est porté par le public privé qui justement est un secteur qui ressemble un petit peu au secteur des Champs-Élysées. Et je voudrais dire la deuxième chose sur la question du Grand Paris. Les mobiliers, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils ne sont pas implantés n'importe comment. Ils font appel aussi à une organisation de l'espace. On a une hiérarchie de l'espace dans Paris qui est très claire et qui est portée par des mobiliers. Et pourquoi je montrais la slide avec les radiales et la ceinture verte? Parce que ce sont des équipements de même nature, je dirais, de même histoire pour certains d'entre eux, et qu'on pense comme ça que l'esthétique métropolitaine sur ces endroits-là pourrait avoir du sens, parce qu'en plus ce sont des radiales portées souvent par les départements. Donc, mais vous avez la route nationale 2, la chaussée appartient au département, les trottoirs appartiennent aux communes. Donc la mise en œuvre d'une rénovation de la route nationale 2 relève à peu près du cauchemar. Voilà. Donc là, le département a décidé qu'il allait s'occuper des trottoirs. Donc mais au moins on se dit que sur ces endroits-là, on peut sans doute avoir quelque chose de commun. Et c'est pour ça qu'on était si contents de ces pistes vélo, parce que tout d'un coup, ça faisait un commun. Voilà. Mais parce qu'après, vous allez au Pré Saint-Gervais, il y a des mobiliers qui sont peints en Bordeaux. Vous allez ici les Moulineaux, ils sont peints en bleu, je sais pas quoi. Vous allez dans n'importe quelle commune, enfin vous avez la limite communale, il y a un truc qui change de couleur, quoi, pour dire qu'on n'est pas à Paris. Voilà. Isabelle, une réaction? Je regarde la salle. Peut-être je peux réagir sur 3 points. Déjà, la question de la concession des trottoirs et de l'espace public, elle me semble intéressante à réfléchir, ne serait-ce que d'un point de vue heuristique, en fait, pour se poser des questions. Notamment, il me semble qu'il y a 2 questions qui vont se poser. C'est quel est le périmètre géographique? Parce que là, on parle des trottoirs des rues de manière un peu générique, mais évidemment, les trottoirs des Champs-Élysées ne sont pas les mêmes que les trottoirs de la rue Richer ou que les trottoirs de la rue Orchamps, le plus petit trottoir de Paris. Donc ça pose la question du périmètre géographique. Je vous renvoie à l'éditorialiste romancière Titu Lecoq qui, dans un livre, proposait de mettre en concurrence des trottoirs impairs avec des trottoirs pairs, en fait. Voilà. Est-ce que demain, on n'aura pas les mêmes modes de gestion de l'un et de l'autre, parce que finalement, ils n'ont pas la même valeur. C'est une question pour Oulipo. Pardon? C'est une question pour Oulipo. Voilà. Voilà. Et puis ça pose aussi, et là je pense que c'est un vrai sujet, ça pose la question du périmètre fonctionnel. Et là ça renvoie au fait que la question de l'espace public aujourd'hui est gérée par un certain nombre de directions au sein de la ville de Paris ou d'autres villes. Et effectivement, peut-être que finalement, ça serait une manière d'avoir une gestion unifiée d'un sujet qui est très éclaté. Et cette gestion en silo de l'espace public pose question. Or, est-ce qu'on met dans le périmètre la question de la conception, la question de la fabrique des trottoirs, de leur entretien, du mobilier urbain, de l'éclairage public, de la J'ai compris que c'était un des enjeux du manifeste que justement de traiter ce problème. Et puis peut-être sur le public-privé, ce que je trouve intéressant aussi, il me semble qu'on peut peut-être se poser la question de savoir si finalement le critère
visible depuis l'espace public ne deviendrait pas un nouveau critère. Alors j'ai 2 éléments par rapport à ça. C'est le voyage à Nantes, donc de Jean Blaise à Nantes, qui en fait propose comme critère que les œuvres d'art soient installées dans des lieux qui puissent être visibles depuis l'espace public, quand bien même ce sont des lieux privés. Et l'autre élément, c'est que en réaction à la réglementation sur la publicité sur l'espace public, vous avez un opérateur concurrent de JC Deco qui s'appelle Phoenix, qui a proposé en fait de mettre des écrans publicitaires à l'intérieur des vitrines, puisqu'elles sont sur l'espace privé. Et donc là, on voit bien comment finalement ces questions de public-privé se brouillent. Et puis dernier point peut-être là-dessus, sur public-privé, c'est que Dominique, tu parlais de la végétalisation. Le plan canopé de la métropole de Lyon, justement, insiste sur le fait qu'ils doivent mobiliser les parcelles publiques et les parcelles privées parce que bien justement les arbres ils peuvent se situer sur les deux. Et peut-être pour conclure là-dessus, il y a une citation de Gilles Clément que j'aime beaucoup qui dit « Les oiseaux ne connaissent pas le cadastre ». Voilà, donc c'est un vrai défi pour public-privé. On avait une question. Présentez-vous, s'il vous plaît. François-Xavier Dohat, directeur des relations publiques de Quentin-Brière, maire de Saint-Dizier, qui s'excuse de ne pas être là ce soir. Et, voilà, juste plus une réaction qu'une question. Paris ne s'est pas fait seul. L'espace urbain ne s'est pas fait seul. Saint-Dizier a été le berceau du mobilier urbain. Avec ses fonderies. Et notamment du mobilier urbain parisien. Exactement, exactement tout ce que vous voyez dans Paris, les fontaines Wallace, toutes les entrées de métro Guimard ont été faites chez nous. Et je suis très heureux de voir et on suit ça de près, le manifeste parisien, de l'esthétique parisienne, on suit ça de très près. On est heureux de voir que ce mobilier urbain est toujours d'actualité et la GHM, qui est l'entreprise emblématique du mobilier urbain à Saint-Dizier, continue à fondre pour Paris, mais aussi pour la métropole du Grand Paris, notamment pour le Grand Paris Express. Toutes les entrées de métro du Grand Paris Express sont fondues par la GHM encore aujourd'hui. Donc il y a ce lien qui se fait encore. Et donc je suis heureux, on est heureux que ce mobilier urbain soit bien remis à l'honneur et que nos entreprises continuent à être ce territoire, notre territoire continue à être un territoire de ressources pour Paris. Et voilà, on espère qu'il continuera de l'être. En tout cas, on vous attend, Monsieur Emmanuel Grégoire, on vous attend à Saint-Dizier pour visiter notre ville, visiter cette fonderie de la GHM avec grand plaisir. Oui, merci beaucoup. Et c'est aussi une question pour Rami, ça. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que le design est prêt? Et peut-être le faites-vous déjà à prendre comme contrainte, surtout à l'heure de l'exigence de réindustrialisation du pays, de relocalisation, etc., de travailler avec des filières, avec des industries qui sont localisées. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ne pas être indifférent à cette question de la localisation de la source de production, quoi. Non, je pense que c'est même le cœur de notre métier, en fait. Je vois pas même un autre intérêt à faire du mobilier urbain aujourd'hui. Je pense qu'il y a quelques années, quand on disait que le designer, en fait, sa place dans l'espace public, c'était le mobilier urbain, je pense que je l'aurais pris très très mal, parce que je trouve que, je pense qu'il y en a eu ces discussions, notamment avec Dominique, parce que je pense que c'est pas notre place. Notre place, c'est vraiment les problématiques de la ville, ou les problématiques d'ailleurs de n'importe quel type d'usage. Et les problématiques de la ville aujourd'hui, c'est de rassembler toutes les valeurs. Je parlais des imaginaires tout à l'heure, mais les valeurs qui rendent fiers les habitants de la ville, avant tout. Et je pense que ce qui rend fier aujourd'hui, en tant que Parisien aussi, d'adoption, les habitants de n'importe quelle ville, mais en l'occurrence de Paris, c'est justement de participer à une aventure vertueuse, quoi. Donc revégétaliser, c'est évidemment pas que dystopique parce qu'il fera trop chaud, ça c'est évident qu'on n'a pas envie de le penser comme ça. C'est avant tout parce qu'on a l'impression de faire plaisir et surtout de préparer la ville pour nos enfants. Enfin, je veux dire, toutes les personnes qui ont des enfants commencent à penser la ville autrement. Et puis quand on a un handicap, enfin je veux dire, la ville est vraiment très très difficile. Donc à un moment, on attend que ça. Il y a une vraie soif de ça. Et puis il y a une autre dimension vertueuse, c'est comment sont fabriqués les objets qui nous entourent. Est-ce qu'on peut être fier de la façon dont ils sont arrivés ici? Est-ce que en tant que Parisien, on peut dire que voilà, on participe à un tissu, je dirais industriel local, des artisans. Enfin, je pense que d'ailleurs, parmi ces images, je montre justement que parmi les ingrédients, la question de la fabrication, elle passe sur la question des filières, voilà, des matières premières, des savoir-faire, de la sobriété énergétique. Donc en gros, c'est toute la partie qui ne doit pas être vue à la fin.
Hein, c'est comme la question de l'écologie, on n'a pas envie de la ressasser. Formellement, ça ne doit pas avoir forcément un impact, mais par contre, le fond, c'est ça qui crée l'imaginaire et évidemment la fierté, je dirais, des objets qui nous entourent. Donc oui, à fond, en fait, la première question, c'est comment on fabrique les objets de demain, c'est certain. Et avec qui? Une autre question dans la salle? Oui. Oui, bonsoir, Laurent Vigneault d'Artelia. Merci beaucoup pour la qualité du débat. Je m'interrogeais sur les chantiers, parce que finalement, la rénovation de la ville qui nous attend va nécessiter d'accélérer beaucoup les chantiers urbains. Donc finalement, ils vont faire partie du paysage, au même titre que tout le mobilier plus pérenne. Et ma question, c'était, est-ce que finalement, on ne peut pas imaginer du mobilier de chantier qui déjà aurait une certaine esthétique, mais qui serait aussi pérenne peut-être après le chantier, un peu de la même façon que quand on a refait l'ensemble des travaux haussmanniens, chaque immeuble en fait gardait sur ses murs les pierres qui dépassaient pour accueillir l'immeuble d'à côté. Et donc finalement avait également inventé l'esthétique du chantier. Et voilà, par rapport aux transitions qui nous attendent et au grand renouvellement urbain qui va marquer ce siècle finalement, je voulais savoir si vous aviez une réflexion sur ce sujet. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans le manifeste là-dessus. Je vais pas faire la pub sur le manifeste. Vous lisez pas. Non, oui, c'est majeur. Ce que vous dites est majeur pour deux raisons. D'abord parce que ça n'a pas fonctionné. On a eu des difficultés de coordination des interventions. Il faut savoir que 90% des chantiers à Paris sont des chantiers purement privés. Sur le 10% restant, il y en a 8 en termes de surface qui relèvent des concessionnaires. Et en fait, on parle des concessionnaires de réseau. Hein, c'est chauffage urbain, gaz, électricité, plus marginalement réseau de froid. Et ça, c'est des chantiers très impactants. Donc, la ville pèse beaucoup quand même sur les chantiers d'espace public qui sont impactants. Comment vous dire ça de façon la plus honnête possible? C'est en tout cas un constat qu'on a dressé sur la mandature précédente. Il y avait quand même de gros défauts d'encadrement et de contrôle sur les délais d'intervention, parce que tout ça, c'est de la sous-traitance en cascade. Enfin, beaucoup d'entre vous savent très bien comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a un maître d'ouvrage qui est souvent le concessionnaire, mais en réalité, il y a une cascade, de la sous-traitance en cascade. C'est jamais les mêmes qui viennent pour les mêmes choses. Je rappelle un élément fondamental, mais on n'ouvre pas le trottoir pour l'électricité et le gaz en même temps. Et donc, il y a quand même des critères de restriction extrêmement forts sur ces travaux. Et donc, on a fait deux choses. La première, c'est qu'on a réorganisé en interne toute la supervision des travaux jusqu'à y consacrer un poste d'adjoint spécifique. Hein. Mon collègue Jacques Baudrier a été nommé pour cela. Et la deuxième chose, c'est qu'on a fait... Donc là, l'objectif, hein, c'est de compacter... quand un chantier n'est pas fini dans les temps, de mettre des astreintes, quand un opérateur fait des travaux et qu'il ne respecte pas le délai, il doit payer des amendes, c'est pas le bon mot, mais enfin, il paye des astreintes d'occupation du domaine public. Et la deuxième chose, c'est un travail, c'est pour ça que je le feuilletais, parce que il y a tout un travail de charte. Alors, est-ce que c'est une charte qui est à la hauteur de ce que je souhaiterais pour Paris? Je vous répondrai non, pour le moment. Mais enfin, avant de travailler sur l'esthétique du chantier, j'en suis à travailler le contrôle des chantiers et l'information aux usagers. Mais incontestablement viendra un deuxième point là-dessus. Il se trouve que j'y travaille avec Jean-François Rial, le président de l'Office de tourisme de Paris, parce que c'est une chose que connaissent tous les sites événementiels de prestige qui gèrent ces travaux. Quand vous faites des travaux à Disneyland, la bâche est à peu près jolie pour qu'il n'y ait pas le sentiment désagréable que quand vous débarquez en payant votre ticket d'entrée 120 €, que c'est le chantier partout. Il y a une esthétique de la réparation. De la même façon, on met des petites bâches pour entourer les trucs qui sont cassés, etc. Et cette esthétique du chantier, cette esthétique du provisoire, cette esthétique de la réparation, elle est à mon sens fondamentale, y compris dans les irritants, que je le redis, je partage, qui ont été relayés par Saccage Paris. Quand un lampadaire est cassé, Parisien, il peut comprendre que ce n'est pas Hidalgo ou moi qui l'avons cassé dans la nuit. Il peut même comprendre que c'est une voiture qui l'a arraché ou je sais pas quoi, ou une incivilité, etc. Mais par contre, quand vous le réparez avec du scotch marron ou du scotch orange et que ça dure des mois, là, ça devient la faute de Grégoire et d'Anne Hidalgo. Donc ça, on le sait.
On a changé de prestataire pour ça, etc. Ça va prendre du temps. Hein. Je ne vais pas vous faire croire qu'on règle tous ces problèmes-là du jour au lendemain, mais c'est un sujet sur lequel on travaille déjà beaucoup dans le cadre du manifeste et sur lequel il y aura encore une étape 2 à venir. Merci. On arrive à la fin de ce débat. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle? Bertrand. Bonjour, je m'appelle Caliste Demont pardon. et je suis pardon. On regardera après la question de Bertrand de Fédot. Allez-y. Donc, je m'appelle Caliste Demont et je suis étudiant en architecture à l'ENSA Marne-la-Vallée. Et j'avais une question pour Madame Alba. Vous avez évoqué brièvement au début le fait d'avoir plus de végétal et moins de voitures. Mais concrètement, comment on fait alors que aujourd'hui les moyens de transport en commun sont déjà saturés, que ce soit en surface ou que ce soit en sous-terre? Les réseaux sont aussi saturés et si on retire ces véhicules, comment les gens vont se déplacer, notamment à Paris? C'est une question un peu large et généraliste, mais... Vous pouvez peut-être travailler dessus. Peut-être prendre ça comme objet d'étude. Il y en a des kilotonnes dans tous les documents de l'Institut Paris Région, de la PUR, de l'Île-de-France Mobilité, etc. Voilà. J'ai montré des photos au début. Oui, on peut considérer qu'il faut laisser la voiture place Vendôme. Pourquoi pas? Peut-être, comme tu dis, Emmanuel, peut-être qu'on recommencera. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je crois que la voiture individuelle commence à trouver de nouveaux usages elle-même. Donc, c'est intéressant. C'est la première fois cette année que le nombre d'immatriculations a baissé en Île-de-France. Donc, ça veut dire qu'il y a moins de voitures. Donc, si vous voulez, on en parlera à un autre moment, parce que je crois que là, on est hors sujet un peu par rapport au débat qui est là. Mais vraiment, surtout si vous êtes étudiant, n'hésitez pas à prendre ça comme sujet d'étude. Et on a plein de documents pour vous. Le point commun, c'est aussi la question de la beauté et de l'esthétique, parce que je crois qu'il y a un besoin de retournement de regard, et la voiture, c'est moche. Alors, en gros. moi, je me fais souvent l'anecdote. Bon, il y a des voitures qui sont belles, hein. Moi, je trouve belles. Mais enfin, on n'a pas tous les moyens de s'acheter des belles voitures. C'est en tout cas pas le bon cas. Mais enfin, la voiture, c'est assez marrant parce que des fois, les gens ils me disent oui, les Trilip, c'est pas beau. Alors en fait, beaucoup de projets, que ça cache Paris nous attaque beaucoup sur les Trilip, sur les objets urbains. Je dis c'est quand même marrant quand il y avait des camionnettes ou des voitures, ça vous dérangeait pas? Maintenant que c'est d'autres objets urbains, vous dites que c'est pas joli. C'est ce que je voulais dire. C'est quand même un paradoxe. Simplement, le regard s'était familiarisé avec l'idée qu'elle soit là. Et monsieur, je trouve c'est positif de l'envisager comme ça. On a besoin de réduire la place de la voiture, mais évidemment pas question d'attenter à la liberté de circulation. Mais simplement, on peut faire beaucoup de progrès. Il y a sur le périphérique en moyenne 1,05 passagers par voiture. 1,05. Il suffirait que ça passe à 1,2. C'est-à-dire qu'on partage un peu plus pour dégonfler structurellement les engorgements. Et c'est là que la révolution numérique peut beaucoup nous aider. Moi, je crois beaucoup au modèle d'optimisation numérique. C'est pas encore un truc qui... Moi, je suis persuadé que ça va exploser dans les 10 ans qui viennent. C'est le truc où vous serez payé 50 centimes ou 1 euro ou 2 euros pour prendre un gars à un point A à un point B parce que votre application vous dira c'est maintenant tu t'arrêtes, le gars monte dedans et tu le déposes, etc. Je suis convaincu que ça va arriver et que ça révolutionnera une fois de plus le partage de la voiture. La voiture, on ne peut pas s'en passer. Il y a des gens qui ne pourront pas s'en passer. Simplement faisons en sorte que ceux qui peuvent s'en passer puissent le faire de façon confortable dans leur mobilité. Merci. Bertrand de Fédot, le président de la Fondation Palladio. Merci. Dans le paysage urbain, il y a un élément qui me paraît essentiel, c'est le sol et la couleur du sol. Or, nous sommes dans une région calcaire qui a un magnifique sol blanc qui se traduit dans la façade des immeubles. Et nous vivons maintenant depuis des décennies avec un sol minier qui a été apporté par M. Macadam. Ce sol minier, il a des tas de qualités que personne ne dénie, mais qui probablement mériterait une réflexion. Dans la réintroduction de la nature dans la ville, est-ce que pour la ville de Paris, il n'y a pas une réflexion à faire sur la réintroduction du sol calcaire de la ville de Paris? Et s'il y a quelque chose de bon à emprunter au wokisme, est-ce qu'il ne faudrait pas envisager de déboulonner la statue de M. Macadam?
Il a rendu des grands services. Alors, il faut savoir que Macadam, qui est un ingénieur anglo-saxon, qui a inventé cette méthode d'enrober, en réalité, il bénéficie d'un prestige qu'il ne mérite pas, puisque le macadam n'a été utilisé que pendant 2 ans. Parce que assez vite, une innovation d'ingénierie, enfin, ça restait à peu près le même problème. Moi, je suis d'accord sur le fait que nous touchons à la fin du macadam, du bitume, peu importe quand on l'appelle, c'est-à-dire cet enrobé goudron qui a un avantage. Il n'est pas cher, il est facile à produire, il est extrêmement polluant, il est extrêmement peu vertueux sur le plan environnemental et notamment sur le phénomène d'accumulation de chaleur. Mais c'est une bataille idéologique et une bataille culturelle. Parce que moi, j'ai 4 avis sur mon bureau, des ABF, où on met de l'enrobé clair parce qu'on trouve ça plus joli et parce qu'on trouve que c'est beaucoup plus vertueux sur le plan environnemental. Et les ABF, ils disent « Ah non, parce que Paris, c'est une ville minérale, donc il y a du bitume par terre, il faut garder le bitume. » Ils concèdent, alors ça, je partage, que le pavé parisien est bien mieux. Simplement, le pavé parisien, il est bien pour tout le monde, sauf pour ceux qui font du vélo, qui ont des poussettes, qui ont des fauteuils roulants et qui ont les chevilles fragiles. Et donc, c'est une bataille que nous allons mener. 2 fois, ça se gère intelligemment avec les ABF. Et à d'autres endroits, ils sont hyper stressés, notamment secteur PSMV Marais, PSMV 7e, où dès qu'on leur demande un truc un peu différent, ils n'aiment pas, ils disent « Ah non, ne sortons pas du bitume parce que ça, on connaît, c'est bien. » Je leur dis « Mais ça n'existait pas sous Haussmann. Hein. Et ça existait encore moins dans les quartiers qu'on évoque, qui sont pour beaucoup d'architecture médiévale et pré-révolution. Et donc, par contre, sur l'idée, je la trouve extrêmement intéressante, parce que pour vous dire, je l'ai déjà vu à l'expertise, c'est la rue végétale. Alors, il y a une rue... moi, je suis du 12e arrondissement, et dans le 12e, on a lancé la première rue végétale. C'est la rue de Cîteaux, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, je peux vous dire qu'elle n'a rien de végétal, que c'est un échec tonitruant. Mais parce qu'en fait, on a fait un peu de pavé enherbé, donc ça c'est sympa, c'est joli le pavé enherbé. Mais le reste, on a mis des bacs à fleurs, et autant vous dire que les Parisiens très peu respectueux les ont tagués, utilisés comme poubelle assez vite. Vous connaissez le truc, il y en a pas parfois à côté de chez nous. Et donc on s'était dit mais pourquoi on fait pas? Et en fait on ne peut pas renouer avec supprimer ce substrat d'espace public. C'est un sujet vraiment intéressant, tout simplement parce qu'il y a un surusage de l'espace public. D'abord parce qu'en dessous du trottoir il y a un sous-sol et qu'à Paris il est exceptionnellement dense. Et donc mettre de la terre au-dessus des réseaux, etc., c'est pas terrible. Et deuxièmement, dans les endroits où on a essayé, la dégradation est spectaculaire, c'est-à-dire que les effets de boue, les effets d'empoussièrement, quelqu'un sur Twitter qui a dit que mes chaussures étaient sales, parce que Twitter est un espace de bienveillance, c'est exact, elles sont sales, alors je vous dis pourquoi, c'est que je suis allé sur le site Tour Eiffel cet après-midi pour aller discuter avec les messieurs qui se sont perchés dans les arbres pour leur dire qu'ils ne risquaient rien, qu'ils pouvaient y rester puisque nous n'allions pas les abattre. Mais ce qui prouve quand même l'impérieuse nécessité de refaire ce site, c'est qu'à chaque fois qu'on y va avec des chaussures en cuir, il faut les jeter le soir même. Bref, donc sur ces espaces publics, on travaille des innovations, et donc vous le retrouverez dans l'excellent tome 3, Les sols du manifeste. Tous les processus un peu innovants d'enrobement et d'utilisation d'espace public, donc depuis les gammes classiques de pavés, sciés, pavés parisiens, en granit, etc., aux usages plus modernes. Par exemple, il y a un petit combat interne, je vous l'évoque parce qu'il n'est pas simple à arbitrer. On nous demande, sur les voies sur berge, les coureurs voudraient qu'on mette un stabilisé de running. Et dans le cadre des héritages JO, arriver à faire un bon 10 km en stabilisé pour jogger, c'est pas mal. Mais enfin, l'esthétique d'un enrobé pour jogger sur les voies sur berge, j'y crois moyen, quoi. En tout cas, ma passion pour le jogging ne me pousse pas jusqu'au suicide en faisant ça. Et donc, on a ce sujet. C'est clair que l'enrobé va disparaître, le macadam, le bitume, peu importe, le goudron, mais ça prendra du temps parce que c'est très cher. Et il faut qu'on arrive à travailler des revêtements qui soient plus qualitatifs dans l'arbitrage sécurité, notamment cyclable, et esthétique. Parce que par exemple... Et pour eux, pour répondre... Alors, et en plus, pour eux, ce qui a fait beaucoup de progrès, effectivement, un sujet tout à fait fondamental. Les pavés, par exemple, c'est un casse-tête, parce que les pavés, quand vous êtes à vélo dessus, les pavés historiques, c'est l'enfer. Et le pavé scié, c'est pire, parce que le pavé scié glisse
dès qu'il pleut, et donc ça pose des problèmes de sécurité pour les cyclistes trop compliqués. Donc voilà, on a plein de territoires à expérimenter, on a besoin des boîtes pour des entreprises, de l'innovation, pour nous aider à tester des choses. On fera des erreurs encore, on n'en a pas fait beaucoup jusqu'à présent, mais on en fera sans doute encore un peu. Mais voilà, c'est ce qui fait aussi la passion de la fabrique de la ville et de répondre à ces nouveaux besoins de nos concitoyens. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Merci à la ville de Paris, à vous-même et à nos panélistes qu'on peut féliciter et applaudir à nouveau, s'il vous plaît.